un podcast Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kiffe ta race, on parle sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qu'on a déjà explorée dans Kiffe ta race sous divers angles, mais qui se retrouve hélas en première ligne de l'actualité française et mondiale depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. Il s'agit du racisme anti-asiatique, c'est-à-dire les violences racistes qui visent spécifiquement les personnes perçues comme ayant des origines asiatiques, principalement de l'Est et du Sud-Est asiatique. On entend régulièrement parler de racisme anti-asiatique, surtout depuis un an, à travers des violences dans l'espace public, agressions verbales, physiques, comportements d'hostilité, de rejet dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, dans les médias. On se souvient de la une en France du Courrier Picard du 26 janvier 2020, Alerte jaune, avec en éditorial le titre « Le péril jaune, point d'interrogation ». À l'étranger, les violences racistes à l'égard des personnes asiatiques sont marquées à la hausse. Selon l'organisme Stop API Hate, une hausse de 1900% en 2020. 1900%. Nous avons notamment porté le deuil collectif de l'attaque terroriste d'Atlanta le 16 mars 2021, où 6 femmes asiatiques, parmi 8 victimes travaillant dans des salons de massage, ont trouvé la mort. Quelles sont les spécificités et l'histoire du racisme anti-asiatique en France ? Comment le hashtag « Je ne suis pas un virus » et « Stop Asian Hate » ont visibilisé des mobilisations antiracistes qui existaient déjà sous d'autres formes depuis de nombreuses années ? Comment la lutte contre le racisme anti-asiatique s'inscrit pleinement dans les luttes antiracistes ? C'est le sujet de notre Kiffe ta race du jour. Et pour en parler, nous avons invité Yahan Chuang pour nous parler de son expertise sur la question. Bonjour Yahan. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci, je suis très contente d'être ici. Donc, tu es sociologue, chercheuse à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, membre de divers projets de recherche sur les migrations chinoises en France et autrice de l'ouvrage « Une minorité modèle, point d'interrogation, Chinois de France et racisme anti-asiatique » qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Alors dans Kiffe ta race, on a un petit rituel pour commencer la conversation. On demande à notre invitée si elle se situe sur le plan racial et comment. Par exemple, Rokhaya est perçue comme une femme noire et moi comme une femme asiatique. Et toi, Yahan, est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée ? Oui, bien sûr, parce que moi, je suis clairement une femme asiatique. Je viens de Taïwan et dans le fait d'être en France, oui, ça rajoute le fait que je suis étrangère. Donc, du coup, pendant tout mon cursus des études en sociologie, ça m'a beaucoup interpellée, en fait. Toi, tu es arrivée il y a plusieurs années en France et l'ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, c'est le fruit d'une dizaine d'années de travail en tant que sociologue en France. Oui. Moi, je suis venue en France la première fois en 2007 pour apprendre français. Et ensuite, en 2009, j'ai commencé ma thèse à Paris, à l'Université de Paris. Et là, du coup, l'ouvrage que je présente, c'est une recherche qui est entamée en 2009 déjà. J'ai fini ma thèse en 2015, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est à partir de 2016. On a beaucoup parlé du racisme anti-asiatique, les mobilisations commencent à être visibles. Donc, j'ai aussi, puisque j'étais toujours dans les recherches liées à cette population, donc l'ouvrage qui sont présentés ici, c'est une extension de ma thèse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de réflexions, observations qui ont été faites durant la thèse, mais en fait, je l'ai reprogrammisé en orientant vers la question du racisme aussi, en essayant de pas juste parler de mobilisation, mais aussi de présenter la diversité au sein de cette population qui peut contribuer aussi à la démystification de cette population. Et toi, quand on te demande d'où tu viens, tu dis « je suis taïwanaise ». Oui. Et est-ce que les gens en France connaissent la différence historique entre les conflits qu'il y a entre le fait d'être taïwanaise, le fait d'être chinoise? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois expliquer aux gens? Oui, ça arrive, je dirais moitié-moitié. Parmi les collègues, c'est peut-être plus facile, mais ouais, ça m'arrive de devoir un peu expliquer. Il y a aussi, une fois j'étais dans le métro, un dimanche après-midi, j'étais tombée sur quelques jeunes qui sont un peu ivres. Donc, on commence à discuter, en fait, eux ils disent « Ah, Taïwan, c'est la Chine capitaliste !» Et moi, j'avais bien aimé cette présentation aussi. Voilà. Donc, depuis, en fait, comme quoi, l'alcool, des fois, ça fait voir juste. Oui, ça m'a vraiment très... En plus, c'était concis, mais c'était exact, en fait. Alors, en préambule, je voulais qu'on
redéfinissent le terme racisme anti-asiatique. On parle aussi de sinophobie ou de China bashing. Il y a énormément de termes qu'on voit de plus en plus. Donc, je pense que le mot racisme anti-asiatique, il faudrait souvent le mettre au pluriel, puisqu'il y a des violences qui visent spécifiquement les Asiatiques de l'Est, du Sud-Est asiatique, mais il y a aussi dans l'Asie, qui est un grand continent, des personnes qui sont asiatiques du Sud ou de l'Asie centrale, qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités sociales que les personnes qui sont perçues comme étant chinoises ou ayant un faciès d'Asie de l'Est. Il y a aussi ce terme qu'on voit qui a été créé par des personnes militantes qui se dit asiatiquetage, la fusion entre le terme asiatique et étiquette, parce que dans l'inconscient collectif, il y a cette question d'être étiqueté asiatique, et donc ça correspond à vous ressemblez tous, vous êtes tous chinois, voilà. Donc c'est un terme qu'on entend aussi beaucoup pour viser les personnes qui sont touchées par le racisme anti-asiatique. Et aussi, je voudrais revenir sur ton ouvrage, quand on l'a annoncé, quand ta maison d'édition qui l'a découverte l'a annoncé sur Internet, il y a eu un couac à l'arrivée de ton livre, parce que le titre initialement prévu n'était pas celui-ci, une minorité modèle, point d'interrogation, et tu l'as modifié. Est-ce qu'on peut revenir sur ce problème et comment tu l'as analysé ? Oui, en fait, le titre initial que j'ai présenté en fin 2018, déjà, à la maison d'édition, c'était « Yellow is the new black ». La raison de choisir ce titre, il y a plusieurs raisons. Premier, c'est qu'à l'époque, effectivement, même s'il y a le mouvement après la mort de Chao Lin-jiang, donc les médias commencent à parler racisme anti-asiatique, tout ça. Mais Chao Lin-jiang, on va revenir dessus, mais c'est un homme qui a été tué à Aubervilliers en 2016, qui était chinois, et en fait il a été brutalisé en raison des préjugés, mais on s'attardera plus longuement dessus. Oui, donc c'était en 2016, et donc certains médias ont commencé à employer le terme racisme anti-asiatique, mais effectivement, c'est pas encore un sujet très reconnu et pris en sérieux, surtout par le monde académique. Donc, à ce moment, j'ai vu que les jeunes chinois qui se mobilisent, souvent dans leur répertoire d'action, ils ont une forme d'imiter les slogans qu'ils ont inventés dans le mouvement anti-raciste par les minorités noires, et y compris des répertoires d'actions déjà existés aux États-Unis. Donc, un exemple, c'était l'exposition de photos intitulée « Yellow is Beautiful », qui est apparemment, ils ont repris le titre, le slogan « Black is Beautiful ». Et du coup... Ça, c'est un collectif initié derrière la bannière de l'AJCF, l'Association des jeunes chinois de France, et qui ont voulu mettre en avant des portraits d'hommes, en fait, il me semble, d'hommes asiatiques pour contrer les stéréotypes de beauté qui les excluaient. Oui, donc effectivement, donc ça c'était en 2018, donc bien avant que la société prise en conscience, bien avant le sujet racisme asiatique a une certaine légitimité. Et du coup, quand j'ai vu ce genre d'initiative, j'étais frappée dans les deux sens. Le premier sens, c'était pour dire que en fait, les enfants asiatiques prennent conscience du racisme systémique, des préjugés. Voilà, dans le premier sens, ils prennent conscience de la répression, de préjugés, du racisme systématique, comme d'autres minorités. Et deuxième sens, c'est aussi sur cette forme d'imitation ou reprise de parole qui me semble pourrait finalement conduire à une convergence de lutte. Parce qu'effectivement, avant ça, même pendant toute la problématisation de questions de l'agression, parfois dans la description médiatique, on peut aussi sentir une tentative de mettre en concurrence pour dire qu'il y a différents niveaux de racisme, il y a des bons immigrés et mauvais immigrés. Donc là, à ce moment, quand j'ai utilisé le titre « Yellow is Beautiful », j'avais envie de souligner cette potentiel de convergence de lutte et la prise de conscience. Voilà. Mais la réaction suite au titre a été très négative, puisque ça a rappelé le racisme anti-noir qui peut exister qui existe voilà, en France ou ailleurs, et que le fait d'utiliser un terme parce que « is the new black », c'est une expression pour parler de quelque chose qui est la mode. Ça passe de mode, ouais. Et ça induisait... C'est un nouveau standard, en fait, de mode. Ça induisait, un nouveau standard de mode, et on induisait que Yellow, qui serait donc le racisme anti-asiatique, serait une nouvelle mode supplantant, par exemple, la mode du racisme anti-noir, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque ça existe encore très largement, évidemment, qu'il n'y a pas de mode dans le racisme, mais plutôt des visibilités qui sont plus ou moins
permise par les médias. Donc c'était ça qui avait posé le problème et donc tu as changé le titre. En fait, ouais, c'était ça. Enfin, moi, ce que j'avais vu comme réaction, c'était surtout l'idée, enfin, comme tu le dis, Grace, c'est que c'était un hommage en fait que tu voulais rendre aux luttes noires, mais ça pouvait donner l'impression que tu disais que en fait le racisme anti-noir était révolu et que maintenant le nouveau racisme en fait c'était le racisme anti-asiatique, alors que ces deux formes de racisme coexistent et ont des sources en fait l'air de rien quand même assez proches si on considère l'histoire coloniale, l'histoire voilà cette histoire-là. Donc c'était un peu cette incompréhension qui était effectivement qui a donné lieu à des réactions assez justifié sur Twitter, et donc tu as pris la décision de changer le titre pour ça. Oui, effectivement. Je pense que j'avais compris aussi la raison de toutes ces controverses ou malentendus. Donc, au-delà de ça, bon, du coup, je remercie Grace de discuter avec moi pour m'encourager voilà, du coup, on a eu une discussion sur est-ce qu'il fallait changer le titre. Mais donc, au-delà de cette choix qui est sans doute symboliquement très chargé et qui est polémique, une autre raison que j'ai décidé de modifier le titre, c'est aussi comme ce que Grace a dit, c'est je pense que pour un ouvrage comme ça, c'est aussi important d'avoir un titre en français qui peut parler avec tout le monde. Donc finalement, ça, effectivement, c'était même avant la parution, c'est vrai, pendant l'année 2019, pendant la rédaction, parfois, je me suis déjà posé la question parce que le contexte a changé, donc je me disais, peut-être ça pourrait être plus parlant, ça pourrait toucher plus de monde si on a un titre français. Donc finalement, voilà, on a fait un bon choix. Et puis c'est bien, ouais, effectivement, ce que je trouve bien, c'est que ça ancre le sujet en France. C'est-à-dire que ça parle d'une problématique française et de personnes qui vivent en France et qui sont exposées à des formes de racisme qui sont spécifiquement aussi françaises. Donc ça, je trouve que c'est fort aussi dans le titre que tu as choisi. Merci. Alors, tu commences ton ouvrage en relatant la manifestation d'indignation qui a eu lieu à la suite de la mort de Shaolin Zhang, un couturier d'Aubervilliers, qui est décédé le 7 août 2016, des suites d'une agression extrêmement brutale raciste. Le caractère raciste a été retenu pour la première fois par la justice française, qui a condamné ses agresseurs. Ils avaient déclaré qu'en raison de son faciès, en fait, comme il avait l'air chinois, qu'ils imaginaient que Shaolin Zhang avait de l'argent liquide sur lui. Est-ce qu'il y a eu un tournant après sa mort? Parce qu'il y a eu des manifestations d'abord à Aubervilliers au mois d'août, puis une grande manifestation place de la République à Paris, où tu racontes effectivement que de nombreux élus se sont rendus avec leurs bannières républicaines. Donc, est-ce que ça a été un tournant dans la visibilité du racisme anti-asiatique et du caractère en fait violent qu'il pouvait recouvrir? Oui, tout à fait. En fait, l'agression physique concernant les personnes asiatiques, ça a toujours été un problème concernant la communauté et les associations qui travaillent avec eux. Donc, déjà dans les fins de l'année 90, milieu 2000, les années 2000, il y a toujours ce genre de soucis, une crainte parmi la population. Donc, en 2010, en 2011, il y avait déjà des manifestations à Belleville à ce sujet. Mais ce qui est important dans cet acte en 2016, c'est que, premièrement, ça a permis les jeunes Chinois de mettre en avant la gravité de violence, la gravité de préjugés sur les Asiatiques qui peuvent produire des conséquences extrêmement graves et fatales. Il y a aussi un changement de discours, c'est-à-dire que avant 2016, même s'il y avait déjà des initiatives à ce sujet, mais le discours, la revendication était toujours focalisée sur la question de l'agression et du coup qui demande une approche plus légaliste policière pour soigner le problème. Donc les agressions étaient associées automatiquement avec les violences urbaines. Du coup, les diagnostics sont forcément par les policiers. Donc il n'y a pas de discussion avec le racisme. Donc 2016, les manifestations et toutes les mobilisations autour a permis les jeunes générations de mettre en avant la question de préjugés, de racisme, de stéréotypes et du coup au-delà de revendications policières, sécuritaires, mais aussi de réclamer des médiations, des actions de médiation et de collaboration avec les organisations anti-racistes. Alors, il y a aussi un autre point un peu innovant, c'est que je pense que ça a touché de parler du coup de renoncer au racisme anti-asiatique. Ça a aussi sorti d'un répertoire d'action qui est purement communautaire auparavant. Parce que avant ça, le noyau de mobilisation sont souvent des commerçants, entrepreneurs
chinois de la première génération et quelques militants issus aussi de familles chinoises très conscientisées. Mais là, première fois, nommer le problème comme le problème de racisme visant la population asiatique, finalement, ça permet aussi de fédérer toutes les minorités qui ne sont pas juste chinois, mais aussi les autres minorités issues de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. C'est la raison pour laquelle, en fait, entre mi-août jusqu'à début septembre, pendant 3 semaines, en fait, on voit aussi beaucoup d'autres soutiens, y compris des élus d'origine de tous les pays asiatiques pour faire des tribunes, pour dénoncer les préjugés et des stéréotypes. Il y a une chose que tu n'évoques pas, ou peut-être un petit peu à demi-mot dans ton livre, c'est la manière dont aussi ont été interprétées ces agressions, parce que nombre d'entre elles, en fait, que ce soit à Belleville au début des années 2010 ou à Aubervilliers au milieu des années 2010, ont été perpétrées par des gens qui ne sont pas blancs. Pour beaucoup, en fait. En tout cas, c'est des choses qu'on a beaucoup vues dans les médias, des gens qui interrogeaient l'origine des agresseurs en disant, finalement, c'est une forme de racisme qu'on ne dénonce pas parce que les agresseurs ne sont pas blancs, ou en tout cas, qui essayaient d'une certaine manière d'instrumentaliser l'idée qu'il y aurait une minorité modèle gentille qui serait agressée par d'autres minorités qui seraient méchantes et agressives. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as observé, et comment, justement, les organisations antiracistes ont essayé, justement, de répondre à ce qui était beaucoup invoqué par, notamment, des groupes d'extrême droite ou de droite? Oui, effectivement, je me souviens, en 2010-2011, en fait, quand il y a les manifs à Belleville, en fait, le titre de Marianne, c'était Belleville, Chinois contre Afrique. Voilà, comme s'il y a une guerre ethnique. Non, c'était carrément nommé comme une guerre ethnique. Et à l'époque, même beaucoup des militants associatifs à Belleville, blancs ou non blancs, ou chinois ou non chinois, ils sont aussi très gênés. Donc la mairie a beaucoup travaillé pendant ce temps-là pour essayer de parler de vivre ensemble et aussi amener les entrepreneurs chinois de Belleville de mieux investir dans la vie locale. Donc c'était aussi, finalement, à l'échelle locale, donc ça a obligé les entrepreneurs chinois aussi eux-mêmes de comprendre l'importance de l'intégration locale. Donc finalement, ça s'est bien donné. Et pardon, j'ai oublié en gros, la question, c'est que beaucoup de gens disaient, finalement, en fait, c'est pas un racisme qui implique les Blancs, puisqu'en fait, ce sont des gens non blancs qui agressent des Asiatiques, et qu'en gros, c'est une minorité bruyante qui s'en prend à une minorité plutôt sage. Et ça a été aussi amplifié par le fait que, ça, je m'en souviens aussi, que il y avait beaucoup de drapeaux français lors des manifestations, que ce soit à Aubervilliers ou Place de la République. Et donc, encore l'idée d'une minorité qui défile de manière sage, qui embrasse la République, alors que d'autres, quand ils sont pas contents, cassent tout, etc., etc. Même si on va voir tout à l'heure que c'est pas... c'est beaucoup moins simple. Il y a eu en 2016, quand il y a eu la manif à République, dans la presse, on a pu lire, même quand ils défilent, ils le font de manière... Il n'y a pas de casse, en fait, donc ils sont vraiment... alors que c'était pas le cas en 2011 et en 2010, et que donc tout ça, c'est fabriqué. Enfin, tu parles des dangers de la racialisation de l'insécurité dans ton livre. Et je pense que c'est de ça dont le fait qu'on ait pu monter des groupes les uns contre les autres en se disant c'est bon, il y a une guerre ethno-raciale qui va arriver parce que Belleville, c'est un quartier multiculturel et que donc c'est là que ça se passe. Il a fallu cette tragédie, la mort de Zhang Chaolin, pour qu'on sorte de la communauté, en fait, les revendications qui n'étaient pas entendues au-delà de ces communautés-là et qui n'avaient pas été... Enfin, moi, quand on nous demandait en 2016, oui, est-ce que ça existe vraiment le racisme asiatique ou c'est la première fois que vous défilez? Non, en fait, c'était pas la première fois du tout que les personnes asiatiques de France se faisaient entendre. C'est juste qu'on les écoutait pas en réalité. Donc, voilà. Donc, ça, on va revenir sur cette historique-là parce que c'est important de connaître ce qu'il y a eu avant, parce que beaucoup de gens découvrent, en fait, depuis un certain temps, l'existence d'un tel racisme qui en fait, a accompagné les personnes migrantes de Chine et d'Asie du Sud-Est depuis leur arrivée en France. Et tu utilises ce terme qu'on entend souvent, celui de la mythe de la minorité modèle. Est-ce que tu peux nous dire en sociologie ce que ça recouvre et ce qu'en France, qu'est-ce que ça mobilise comme préjugé? Oui, la minorité modèle, c'est un stéréotype qui est très souvent attribué aux populations asiatiques dans de nombreux pays occidentaux. Dans les études aux États-Unis et au Canada, en Angleterre, c'est un terme qui est évoqué de manière récurrente. Et ça fait référence notamment pour désigner les populations chinoises et l'Asie de l'Est comme des bons élèves, des personnes qui ont des très bonnes performances à l'école,
et qui ont eu une réussite professionnelle par la suite qui est aussi plus importante. Et quand je dis important, c'est-à-dire que statistiquement, donc il y a plus de proportion des personnes parmi ces groupes asiatiques qui vont dans de très bonnes universités aux États-Unis, qui atteignent au travail de classe moyenne ou supérieure. Voilà. Donc c'est vraiment effectivement, il y a un fait statistique, un fait empirique qui est observé aux États-Unis comme en Angleterre, au Canada aussi. Et sachant que dans tous ces pays, non seulement il y a des statistiques ethniques, il y a aussi l'histoire de l'installation de populations asiatiques ou chinoises, c'est aussi bien plus longtemps qu'en France. Donc, à cause de ça, finalement, au sein de l'école, il y a beaucoup de professeurs qui ont tendance à considérer les élèves chinois comme automatiquement la meilleure élève. Donc, de plus en plus, des études empiriques, des études sociologiques ont aussi montré que malgré cette stéréotype qui semble positif, mais ça devient un mécanisme de racialisation qui pose aussi beaucoup de problèmes psychologiques, de stress pour les élèves asiatiques, dans le sens que soit ils se sentent exclus ou brimés par des autres camarades qui ne partagent pas la même origine, soit ils peuvent avoir une stress beaucoup plus élevé parce qu'ils ne correspondent pas au regard social sur ce qu'une asiatique ou un asiatique doit être. Voilà. En France, même si on n'a pas encore des statistiques disponibles pour montrer le fait, mais je pense que les minorités, les groupes asiatiques, notamment les personnes d'origine de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, puisqu'il y a quand même une forte présence dans des métiers des entrepreneurs. Du coup, on a tendance à non seulement les imaginer comme des bons élèves à l'école, mais aussi des groupes des immigrés bien réussi socialement, professionnellement. Et par ailleurs, c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy, en 2010, il a employé le mot en décrivant les Asiatiques, notamment les Chinois, comme une population qui sont le modèle d'intégration républicaine, qui incarne la valeur du travail. Donc à partir de là, je pense que c'est cette façon de décrire les Asiatiques ont l'étiquette de minorité modèle. Oui. Est-ce qu'il n'y a réellement pas de statistiques à ce sujet-là ? Parce que dans Trajectoire et Origine, l'étude de l'INED, il y a des chiffres qui sont liés aux trajectoires des personnes d'origine asiatique. Et aussi, on a cité dans cette émission auparavant une étude du Centre national des arts et métiers qui montrait la performance scolaire des jeunes filles asiatiques dans les écoles. Donc, c'est vrai qu'il existe de manière, isolée, des quelques chiffres qui contribuent au maintien de ce mythe de la minorité modèle. Oui, effectivement, s'agissant des populations originaires de l'Asie du Sud-Est, donc c'est-à-dire plutôt les immigrés, les enfants issus de la génération des réfugiés ex-Indochine, là, il existe au moins deux grandes statistiques qui ont prouvé ça. Donc, l'enquête Trajectoire Origine qui est faite dans les années 2010, avant 2010, ça a prouvé ça. Quand je dis qu'il n'y a pas de statistiques, c'est surtout aussi sur les Chinois. Il y avait moins dans le Théo, l'enquête Trajectoire Origine, volume 1. En fait, à l'époque, les Chinois étaient trop peu nombreux. Du coup, on n'a pas réussi à les construire comme un groupe isolé. Mais là, on est en train de finir Trajectoire Origine volume 2. Du coup, il y aura plus de statistiques sur les Chinois. D'accord. Alors, en plus, il faut qu'on revienne sur cette question de l'histoire des migrations parce que quand tu dis les Chinois, n'étaient pas... On parle des Chinois. Voilà, les Chinois du continent qui ont la nationalité chinoise ou qui ont des ascendants qui ont la nationalité chinoise. Parce que moi, par exemple, je suis d'ascendance chinoise, mais mes parents n'ont jamais eu, ma famille n'a jamais eu cette nationalité-là. Je ne suis pas comptabilisée dans les chiffres de l'INSEE en tant que personne chinoise. En fait, il y a une différence entre l'ethnicité et la citoyenneté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont éthiquement d'origine chinoise ou chinois et qui sont sur le plan citoyen, en fait, parce qu'ils ont été leur famille ont migré, donc ont grandi dans d'autres pays, comme ta famille au Cambodge ou ailleurs. Voilà, donc il y a la notion de diaspora qui est difficilement... qui est pas compatible. Statistiquement, ça se voit pas. On peut pas... Voilà, donc... Ouais, c'est ça. Et justement, on parlait de la question des mouvements migratoires et des populations. Il y a un historique en fait assez ancien. On va pas te demander de refaire l'histoire sur 150 ans, mais est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les grandes étapes de présence asiatique en France, voilà. Oui.
Bon, je vais surtout parler des populations d'origine de la Chine continentale parce que c'est surtout sur ça que mes études ont appuyé. Donc, les premiers contacts entre les immigrés chinois et la France ont été pris à la fin du 19e siècle dans une province du sud-est de la Chine qui s'appelle Zhejiang. Donc, il y avait quelques entrepreneurs qui sont arrivés en France pour vendre des pierres précieuses, des petits objets. Ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc on estime plus de 140 000 hommes chinois, notamment de province de Zhejiang aussi, ont été recrutés pour travailler dans le champ de bataille en tant qu'ouvriers de champ. Et après la guerre, du coup, certains ont été restés en France, travailler, et certains ils se sont aussi mariés avec des femmes françaises. Donc ça devient la jeunesse d'une communauté chinoise en France, notamment en région parisienne. Et disons qu'entre du coup, à la fin de la Première Guerre mondiale et 1949, c'est un mouvement migratoire assez libre. Beaucoup de circulation ont été faites entre la France et la Chine dans cette province particulièrement. Mais en 1949, quand le Parti communiste chinois a pris le pouvoir, le voyage était devenu impossible. Donc le mouvement s'arrêtait. Ensuite, des grands repères doivent arriver du coup, dans les années 70. Dans un premier temps, en 1979, donc la France a accueilli 190 000 de réfugiés de l'ex-Indochine. Et beaucoup d'entre eux sont aussi ethniquement chinois parce que ce sont des populations qui ont fui la guerre en Chine pendant la guerre communiste. Ensuite, dans les années 80, après les réformes d'ouverture économique en Chine, qui a aussi ouvert la frontière, donc le voyage est redevenu possible. Du coup, de nombre de personnes à Zhejiang qui ont déjà de nombreuses familles en France avant la guerre, donc eux, ils sont arrivés par la voie regroupement familial. Et petit à petit, cette flux migratoire s'est élargi auprès d'autres personnes qui n'ont pas de lien avec la France et l'immigration devient une stratégie économique répandue dans toutes ces régions. Et aujourd'hui, on témoigne aussi, on observe beaucoup des étudiants chinois qui arrivent en France pour faire des études. Et est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils repartent dans les mouvements? Est-ce que ce sont des gens qui s'installent en France ou il y a quand même beaucoup qui ont choisi de s'installer, demander la naturalisation, travailler, etc. D'accord. Et il y a aussi une idée tenace lorsqu'on parle des populations asiatiques, c'est l'idée qu'ils ne sont pas politisés. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, de dire ils sont pas impliqués politiquement. Alors, en tant que sociologue, tu as enquêté auprès de personnes chinoises qui ont migré vers la France et il y a parmi tes enquêtés donc plusieurs cas de personnes extrêmement politisées. Et j'aimerais que tu nous racontes leur engagement en tant que sans-papiers, à la fois en 2009 avec le soutien de la CGT, l'occupation de l'église Saint-Bernard, la présence de ces populations-là, parce qu'on a souvent l'idée que ce ne sont pas des populations chinoises, mais plutôt des populations noires. Et en 2014, une grève de travailleuses chinoises dans un salon de manucure à Château-d'Eau, à laquelle des coiffeuses ivoiriennes se sont jointes en solidarité. Et donc, ça a fait une vraie convergence des luttes. Donc, cette politisation, elle existe déjà par l'engagement dans le milieu du travail depuis assez à longtemps. Alors, je veux juste rappeler une petite chose par rapport au choix de l'église Saint-Bernard. C'était un choix symbolique parce que c'est une église qui a justement mobilisé des populations sans papier. Quand le terme sans papier, en fait, est devenu un terme du débat public à la fin des années 90, c'était des populations majoritairement africaines, mais cette église est devenue le symbole de la résistance des sans-papiers. Et 2009, on était à l'époque où Nicolas Sarkozy était président et a mis en place, en fait, des quotas d'expulsion. Et donc, une chasse, en fait, aux migrants qui s'est amplifiée, qui a touché, effectivement, beaucoup les populations d'origine asiatique. Oui, effectivement, si on a l'impression que les Asiatiques ne sont pas engagés politiquement, c'est parce qu'on limite la définition de l'engagement politique à voie institutionnelle quand voter ou se représenter dans des élections. Mais si on regarde un peu le mouvement social, en fait, les groupes asiatiques, ils sont aussi présents dans divers mouvements sociaux comme d'autres groupes minoritaires. À la fin donc le mouvement sans papier, au tout de 1996-97, en fait, à ce moment, il y a d'abord les travailleurs africains qui ont commencé à lancer la grève et qui ont occupé l'église Saint-Bernard. Donc, à ce moment, certains, au moins 200
travailleurs sans-papiers chinois qui étaient en contact avec la Ligue des droits de l'homme, eux, ils ont aussi décidé de rejoindre le mouvement. Ils ont envie de rejoindre le mouvement. Bon, finalement, ils ont monté un autre collectif qui s'appelle le Troisième Collectif. Du coup, ça devient un collectif indépendant du collectif Saint-Bernard, mais ils ont fait toutes les manifestations ensemble. Ils étaient tous très présents dans le mouvement. Ils ont aussi fait l'occupation avec les camarades africains. Et ils ont bénéficié, bon, à la fin du mouvement, il y a de nombreuses personnes qui ont donc rempli la condition de régularisation, qui ont obtenu des statuts légaux. Et par ailleurs, du coup, beaucoup de ces personnes deviennent aussi des entrepreneurs, des grossistes qui sont aujourd'hui présents à Aubervilliers, dans le quartier 11e que je décris dans le livre, dans le chapitre 4. Ensuite, en 2009, voilà, là c'est l'année quand je suis arrivée en France pour faire ma thèse, et la CGT a commencé ce qu'ils appellent l'acte de mouvement sans papier, parce que c'est un mouvement sans papier qui a déjà commencé en 2006-2007 par des mini-greffes dans différentes localités. Mais en 2009, ils ont lancé l'acte, c'est-à-dire une sorte de greffe visible en occupant l'espace public. Et là, à ce moment, il y a aussi plus de 1000 personnes chinois, travailleurs sans papier chinois, qui ont rejoint le mouvement et qui ont participé à la manif, à l'occupation. Et depuis, donc, même si le mouvement de grève s'est terminé, mais un lien a été établi entre l'organisation syndicale et les travailleurs chinois. Du coup, la CGT a commencé à faire l'adhésion, fait adhérer les travailleurs chinois, et eux, de nombreux autres continuent à cotiser, et ça donne enfin une lutte des manicures sans papier à Strasbourg-Saint-Denis au printemps 2014. Et donc, tu as mentionné dans ta description de ces mouvements la commune d'Aubervilliers qui a accueilli les industries de textiles, de maroquinerie qu'on appelle le Rungis de la fringue. Et donc, on connaît pas beaucoup les migrations, mais on connaît bien par contre les grossistes d'Aubervilliers. Alors ça, c'est un secteur d'activité où les Chinois de Paris sont très présents. Dans ton livre, tu dis que ce modèle d'ascension sociale n'est pas très différent de celui des Auvergnats et des Kabyles à Paris. Et j'aimerais que tu reviennes là-dessus pour nous expliquer qu'en fait, c'est un modèle d'intégration par le travail, le fait de travailler, de s'établir, c'est assez universel. Oui, parce qu'en fait, très souvent, on demande, voilà, les journalistes demandent, ou on m'a demandé pourquoi les Chinois, ils sont tous grossistes, pourquoi ils font ça. Mais en fait, on oublie très souvent, en fait, l'industrie de textile dans tous les pays, et donc l'histoire moderne, c'est un secteur qui est historiquement qui absorbe beaucoup des travailleurs immigrés. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui fonctionne par la flexibilisation, qui a un seuil d'entrée pas très haut, donc on sait coudre, on peut entrer dedans. Et du coup, souvent c'est facile pour les travailleurs immigrés qui connaissent pas encore mal la langue de pays ou qui ont des problèmes de papier et qui pour travailler dedans, en fait. Du coup, ça a toujours été un secteur début de la fin du 19e siècle en France, à Paris, comme aux États-Unis, comme dans d'autres grandes villes mondiales. Ça a toujours été un secteur qui a accueilli notamment les travailleurs immigrés qui sont prêts à tolérer la condition de travail extrêmement flexible et souvent très mal payée par ailleurs. D'ailleurs, tu racontes que ça a commencé d'ailleurs dans le Sentier dans les années 1980 avant de migrer dans le 11e arrondissement, et ça a créé effectivement des problèmes avec les riverains. Donc c'est vrai que dans le Sentier déjà, les Chinois succédaient à d'autres vagues migratoires qui s'étaient emparées de l'industrie textile. Oui, je pense que le Sentier, pour ceux qui connaissent Sentier, on sait que Sentier a toujours été le secteur qui accueille la population immigration qui sont fraîchement arrivés en France. Donc, dans les années 20, ce sont des Juifs, des exilés. Dans les années 80, il y a aussi des Juifs, des commerçants turcs, Yougoslavie, et finalement les Chinois d'Asie du Sud-Est et les Chinois de Chine continentale. Bon, la différence, c'est que puisqu'à partir de la fin des années 90, début de l'année 2000, la Chine est entrée dans l'organisme mondial de commerce.
Et aussi, à cause de cette arrivée très massive de flux migratoires, du coup, ça permet les commerçants chinois qui arrivent un peu plus tôt de créer leur propre chaîne de travail en employant les gens qui connaissent déjà, et aussi de compter sur le marché de production en Chine en faisant l'import-export. Mais au final, en fait, la raison pour laquelle tous ces immigrés ils sont concentrés dans un seul secteur du travail, et aussi de compter sur leur réseau de solidaires parmi les personnes qui les connaissent. Ça, c'est une logique assez universelle parmi les groupes immigrés, y compris pour les Auvergnats ou les Bretons qui sont arrivés en France, à Paris un peu plus tôt. Voilà. C'est aussi des groupes d'immigrés internes, mais qui ont besoin de compter sur le réseau de solidarité pour créer leur niche au sein de certains travaux. Tu veux dire que vous restez entre vous, c'est pas que de la volonté. Non, parce que c'est surtout une stratégie économique plus efficace, en fait, pour contourner le mécanisme de discrimination de l'économie nationale. Et d'ailleurs, c'est un des personnages de ton livre dit que les Chinois sont les Auvergnats du 21e siècle. Donc, je trouvais la formule assez drôle et assez, justement, par rapport à la question des bars tabac. Oui, les bars tabac. C'est ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui... Autre secteur d'oligarchie des personnes chinoises. Est-ce que tu peux dans ton livre, tu dis qu'il y a un témoignage d'un jeune couple qui achète un bar tabac en Normandie et l'ancien patron du bar tabac qui est en train de le vendre, il déclare qu'il aurait préféré un gars de l'Aubrac comme lui. Mais il ne trouve pas preneur et finit par vendre à ce couple franco-chinois. Et le couple dit « Nous sommes les seuls intéressés par les bars tabac ». Donc, est-ce que tu peux nous déconstruire encore cette idée coriace que les immigrés volent le travail des Français dont ils ne veulent pas? Voilà, effectivement, le bar tabac aujourd'hui, c'est un fantasme énorme. On a l'impression que tous les bar tabac ont été rachetés par les Asiatiques. Mais pourquoi ça? Ce qui serait très très grave si c'était vrai. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut juste arrêter, quoi. Voilà, donc en fait, il y a deux explications, deux raisons principales. Premièrement, c'est la déclinaison du métier de textile, qui était la niche ethnique importante pour la génération précédente. Donc aujourd'hui, en fait, dans l'import-export de textile, en Chine, en fait, le coût de production a augmenté et en Europe, dans le marché, il y a trop de concurrence, y compris toutes les entreprises transnationales de fast fashion qui baissent le coût sans aucune limite. Du coup, ça devient un métier risqué. Et deuxièmement, du coup, en comparaison, en fait, le bar tabac, c'est un secteur qui est donc beaucoup plus sûr en termes de profit par rapport au textile pour les enfants immigrés qui souhaitaient rester dans le statut de commerçant. Ce sont plutôt des enfants d'immigrés, en fait. Pas des gens qui reprennent les bars tabac, ou pas spécialement. Je dis plus souvent enfants, c'est parce que pour pouvoir devenir pluraliste, il faut aussi avoir la nationalité française. Ah, d'accord. Donc, très souvent, c'est plutôt les jeunes, au moins. Je savais pas ça, mais pourquoi? C'est trop bizarre. Pour la licence de tabac, enfin, oui. C'est une licence sanctionnée par un... Enfin, c'est comme licence 4 ou licence 3. Ouais, je sais, mais c'est bizarre de l'associer à la nationalité, en fait. Enfin, je trouve ça chelou, quoi. C'est un protectionnisme pour le secteur de monopole. D'accord, parce que la cigarette, oui. Mais il faut être français pour vendre des cigarettes, hein, voilà. Savoir-faire français. Par contre, pour les acheter, c'est bon, hein, tu peux y aller. D'accord, oui, donc okay. Au moins, des gérants eux-mêmes, il faudrait avoir la nationalité française. D'accord. Après, n'empêche que ça pourrait aussi devenir une entreprise familiale. On embauche aussi le papa, maman pour travailler sur le comptoir, faire le café, voilà. Et deuxièmement, donc voilà, premièrement parce que le textile n'est plus rentable, donc pâte à pâte devient beaucoup plus attirant. Mais deuxièmement, malgré le fait que ça soit un métier sûr et rentable, mais ça reste comme un métier difficile parce qu'il faut se lever tôt, on termine tard, parfois il y a des clients qui se disputent, etc., etc. C'est quand même pas un métier facile. Du coup, c'est pas un métier... Beaucoup n'en veulent pas. Oui, voilà. Donc, beaucoup, notamment ceux qui
ont nationalité française et ceux qui préfèrent... ont d'autres choix, quoi, ouais. Voilà, ceux qui ont le choix. Du coup, les Auvergnats, voilà, la génération précédente, du coup, leurs enfants qui sont aujourd'hui parfaitement intégrés à la vie parisienne, pour eux, ça devient beaucoup moins attirant. Donc, qui prend ça, les autres. Il y a un gars en soirée qui m'a dit, mais quand même, les bars tabac, c'est quand même autre chose. Parce que, en fait, je pense que d'acheter du textile fabriqué par des personnes chinoises et qui est importé, ça ne dérange pas. Par contre, le fait que son bar tabac où il va prendre son petit café, qui est au cœur en fait d'une vie de quartier, eh bien, ça visibilise les personnes migrantes dans sa vie, et ça le dérange en fait. Et là, la différence, c'est que si cette prise de pouvoir économique, elle est plus ostentatoire. Et surtout sur des trucs identitaires. Je pense que le bar tabac, le petit bar du coin et tout, c'est un truc très identitaire. Et donc, je pense qu'on n'associe pas forcément à des personnes d'origine asiatique. Et c'est même pas justifié parce que je viens de comprendre que de toutes les façons, les gérants, on doit forcément être français. Donc, ce sont des Français d'origine chinoise. Mais en fait, ils sont pas suffisamment français dans le regard des gens qui sont des consommateurs de leur petit troquet du coin. C'est soit ça ferme. Ouais, c'est ça. Soit c'est des Chinois. Donc, il vaut mieux que ce soit des Chinois à ce moment-là. Bah non, c'est français le tabac, madame. Je préfère être raciste et pas boire de café. Et pas de cigarette. Je voulais donner un autre exemple. En fait, en Italie, il y a le mouvement similaire. En fait, parce que l'Italie, aujourd'hui, c'est un autre pays européen qui accueille un flux migratoire chinois important. Et en fait, aujourd'hui, les jeunes italiennes d'origine chinoise, ils sont aussi très, très présents en tant que gérants du café. Donc, sachant que café, c'est encore plus au cœur de l'identité italienne que tabac pour les Français. Donc, on fait... voilà, donc c'est le même mouvement. Il y a une extension. On revient sur le péril jaune du début de l'émission. Voilà. Et donc, pour terminer rapidement, parce qu'on est vraiment au bout du timing de l'épisode, mais depuis la pandémie, la conscience du racisme anti-asiatique s'est quand même aiguisée, y compris dans l'opinion publique. Et il y a le hashtag « Je ne suis pas un virus » dont tu as parlé, qui a été rendu visible sur Twitter. Donald Trump qui, très rapidement, en fait, au début de la pandémie l'année dernière, a fait des jeux de mots extrêmement racistes en parlant de Kung Flu. Donc, flu en anglais, ça veut dire la grippe. Et voilà, on comprend le jeu de mots. Quel bilan tu tires des mobilisations qui ont été drainées autour de cette épidémie de racisme, en fait, si on peut dire les choses comme ça? Oui, je pense que l'impact le plus important, c'est que ça a vraiment généralisé la prise de conscience. Parce que quand on parle de l'agression visant les Chinois, on peut connaître plein d'autres personnes qui sont soit étudiants chinois, soit typés asiatiques. Ils vont dire que ça, c'est des problèmes localisés dans certains quartiers où il y a un problème de violence, de l'insécurité urbaine. On croit qu'on peut l'éviter. Mais là, tous les préjugés qui ont été balancés, catalysés par la peur associée au coronavirus, du coup, ça rend ce racisme indéniable. On sait qu'à partir du moment où on est perçu comme asiatique, on aura un danger dans l'espace public. Du coup, finalement, ça, au plan de mouvement de l'action collective, ça a donc permis d'abord une prise de conscience générale, aussi au plan médiatique, aussi par le pouvoir public. Et du coup, ça a aussi attiré beaucoup d'autres personnes asiatiques qui sont eux-mêmes pas historiquement appartenant à cette noyau diasporique. Eux aussi, ils ont rejoint la lutte. Ils ont reconnu l'existence de ce racisme systémique. Merci beaucoup, Yahan Chuang. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Yahan Chuang, sociologue et autrice de l'ouvrage Une minorité modèle, point d'interrogation, Chinois de France et racisme anti-asiatique, que vous pouvez trouver aux éditions La Découverte. N'hésitez pas à le lire pour en savoir plus sur comment acheter un bar tabac et envahir la France et retourner l'identité nationale. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les Chinois. Merci. Merci d'avoir inspiré toutes les autres minorités. Ouais. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur cet échange. Je suis sûre que vous en aurez beaucoup, avec des commentaires, des questions. Si vous êtes choqués par cette oligarchie dans le textile, et voilà. Et écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Kiftaras ou sur nos comptes Kiftaras sur Twitter, Kiftaras sur Facebook et Instagram. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio, réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Yahan. Merci. Trop bien, on a rigolé.